Là, il va s'agir d'écrire une requête, en fait. C'est comme ça que fonctionne Stream Analytics. Je pense que je l'ai mentionné avant l'entracte improvisé. Et en fait, même sans être un pro, clairement, moi je ne suis pas un pro de Stream Analytics, mais on pourrait assez facilement dire, en fait, je veux récupérer que les humidités depuis, je veux le mettre dans l'output depuis input. D'accord? Donc le flux de données que l'on voit passer, en fait, on va s'intéresser que à l'humidité. D'ailleurs, peut-être, je vais éditer la requête pendant qu'elle est encore en train de s'exécuter. Je pense que edit maintenant, ça existe maintenant. Alors, voilà, là, par exemple, j'ai récupéré simplement l'humidité. D'ailleurs, comme ça, je serai plus facilement sûr de mon coup. Que les cas où l'humidité est supérieure à 51,1. Et voilà. Donc là, le job à chaque fois, quand on le teste, il met un petit moment à s'exécuter. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas le temps. Enfin, ce temps-là, c'est le temps de la mise en place de la requête la première fois. Après, une fois que la requête est installée, elle travaille vraiment en temps réel sur les données. Et là, d'ailleurs, je peux facilement la tester avec des données de test. Il a capturé automatiquement la dernière minute ou quelque chose comme ça de mon IoT et je vais voir les résultats. Donc j'espère que tout le monde est de retour. Dites-moi, mais je pars du principe qu'on est bon. Et donc là, la requête que je vais vouloir réaliser, c'est finalement venir, et c'est ce qu'on avait sur notre whiteboard. On a déjà, on stocke déjà dans Time Series Insights tout ce qui est température, humidité, à total. On ne filtre pas, on met vraiment tout. Ça serait pas mal si finalement à côté des... je crois que, est-ce que je peux faire, je crois que je peux dessiner un tableau dans... tac, tac, tac. On peut faire des listes, on peut faire... Il me semblait qu'on pouvait faire ça. C'est pas grave. Mais je voulais vous montrer un peu finalement la structure de données qu'on voudrait adopter. Mais en gros, ce que je voudrais, c'est que dans la time series du MXChip 001 et du 002, etc., à chaque timestamp pour lequel on a potentiellement reçu de la télémétrie de température, on stocke la température, mais on stocke aussi, on ajoute une colonne, un attribut qui dit c'est une température qu'on considère normale ou pas normale. Et donc, en pratique, comment ça va se passer? On va venir utiliser une fonctionnalité de Stream Analytics qui est l'anomaly detection, qui permet en temps réel, et là je vais essayer de le faire sans tricher et de le faire en direct, automatiquement en fait détecter des pics ou des creux dans nos données, dans notre flux de données. Et en fait, je pense que je vais récupérer cette requête et l'adapter et vous l'expliquer dans la foulée. Alors, il y a plusieurs choses qu'il va falloir qu'on regarde pour ne pas faire des bêtises. En fait, c'est l'équivalent d'une requête SQL où on viendrait avoir des requêtes imbriquées, puisqu'en fait, on vient dire faire une première requête qui, en fait, est celle qui précisément va détecter les anomalies. Et cette requête-là va être, on va venir la complémenter avec d'autres données qu'on va venir rajouter. En gros, l'idée, c'est de se dire, donc, sur l'input, je veux récupérer le temps, le moment auquel la donnée a été produite, son type, et voilà. Et je veux réaliser une anomalie détection. Je veux regarder sur les 2 dernières minutes. Je pense que ça va peut-être pas être bon dans notre cas. Il faut qu'on en rajoute peut-être un petit peu plus. Et venir dire qu'en fait, si la température a varié avec un score de confiance
de plus de 95%, alors ça sera une anomalie. Et ici, en fait, ça veut venir dire que sur les 10 minutes en question, il y a 120 samples. Et je pense que ça correspond à notre cas, puisque nous, on poste toutes les 5 secondes. Donc, ça veut dire qu'on fait 12 samples par minute, donc 120 samples sur 10 minutes. Donc là, je pense qu'on est sur la bonne fenêtre de tir. Peut-être ce ratio-là, il faudra l'ajuster. On verra. Mais en tout cas, là, on est bon. Et du coup, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est préparer la sortie que je veux envoyer à Event Hub, d'accord? Et la sortie, c'est toutes les colonnes que je vais avoir sélectionnées ici. Donc, en fait, je veux lui sortir le temps que j'ai déjà pré-requêté ici, la température qui est là, et la colonne Spikes and Dips Scores, qui est le résultat de ma fonction d'anomalie détection. Je veux récupérer, en fait, sur Spikes and Dips Score, en fait, c'est un objet un peu complexe dans lequel il y a un champ score, je vais l'appeler le score, et il y a le champ anomalie qui est 0 ou 1, il y a une anomalie, il n'y a pas d'anomalie. Et je pense qu'on est pas mal, on va tester et on va vérifier, on va regarder à quoi ressemble le résultat. Je pense que je peux peut-être même en profiter pour commencer à générer une anomalie en chauffant le capteur. Et je n'avais pas switché d'écran, je suis désolé. Voilà, donc là, je pense qu'on est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, désolé de ne pas avoir mis l'écran. J'ai parlé un peu, peut-être du coup dans le vide, mais la requête en question, elle est relativement simple. C'est la première partie, c'est là qu'on détecte l'anomalie. On aspire les données sur IoT Hub, notamment la température, mais en fait, je vais rajouter. Je vais être sûr que la température. Parce qu'en fait, je me rends compte dans mon résultat que j'essaie de calculer des anomalies même quand il n'y a pas de température, ce qui est un peu bête. Et donc, je vais venir faire ça. La température. Alors, je pense que c'est is not nul. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on va tester ça comme ça. Attends, il me dit que j'ai réalisé une erreur de syntaxe. Oui, le where, il ne se trouve pas ici, il se trouve ici. Ok, je sauve et je reteste. Et ensuite, une autre chose que je vais vouloir faire. Voilà, très bien. C'est même parfait, puisqu'on voit que en fait, quand il a refroidi, là, vraisemblablement aux environs de 11h43, c'était considéré comme une anomalie quand on est passé à 28,69, parce qu'en fait, sinon, il a été à 28,9 pendant très très longtemps. Donc là, vraisemblablement, c'était une anomalie. Donc là, c'est plutôt bien engagé. Une seule chose qu'il nous reste à changer, c'est d'être sûr de rajouter parmi les colonnes. J'aimerais bien que l'on sélectionne en fait dans l'entrée. Il y a un champ qui va s'appeler IoT Hub Connection Device ID que je voudrais garder. En fait, c'est là où, par exemple, il va y avoir écrit MXChip 001. Et ce champ-là, je veux le mettre aussi en sortie. Parce que grâce à ça, je vais avoir une donnée qui... non, d'ailleurs, c'est pas ID que je veux l'appeler. Je veux l'appeler exactement de la manière... Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est le nom en fait que s'attend à trouver TSI, le nom qui identifie la time series. Et voilà, je refais. Et là, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Voyons voir. Très bien. Donc là, en fait, ça, c'est l'équivalent de ce qui va devenir maintenant une nouvelle source de données pour Time Series Insights. Et en fait, la température, je n'ai pas besoin de la remettre, ça serait
un peu idiot, on va se retrouver sinon à la mettre 2 fois. Enfin, ou alors allez, je peux la mettre, vu que l'autre elle s'appelait température, je peux la mettre au cas où ça intéresse un autre consommateur potentiel. Mais voilà, ce qui va surtout m'intéresser, c'est ce chiffre-là. Et voilà, j'ai plus qu'à revenir sur Overview, déployer le job tout de suite, now. Aller sur revenir sur mon petit SI et le configurer pour qu'il ait une nouvelle source de données qui va être quoi? Qui va être mon Event Hub. Donc, où suis-je? Event Source. Je vais rajouter Event Hub. Je vérifie de mettre le bon. Je l'appelle Event Hub. Je pense que j'avais créé une policy dédiée. Très bien. C'est parti. Je peux venir jeter un œil ici. Donc là, on se rend compte que dans mon Time Series Insights, il y a de temps en temps quelques événements qui sont ingérés, mais ça correspond finalement à la télémétrie qu'on avait jusqu'à maintenant. Je pense que d'ici quelques secondes, on va passer sur un mode où il y en aura quasiment 2 fois plus, enfin il y en aura en tout cas plus, puisqu'il y a une nouvelle source de données qui arrive, qui est les anomalies. D'accord? Donc, éventuellement, pour être sûr de notre coup, on peut essayer d'aller vérifier ce que je suis en train de dire. Mais ça va peut-être aussi avoir comme prérequis, voilà, est-ce que le job il est bien lancé? Oui. Donc là, maintenant, on est bien en train de détecter des anomalies. On devrait même voir. Ça devrait peut-être prendre un petit moment, mais ça devrait être bon. Et ici, non, je suis ici. Est-ce qu'on a des nouvelles données? Non, pour l'instant, pas encore. Ça ne saurait tarder, mais je pense qu'on va pouvoir, on peut être confiant. On va aller directement consulter Time Series Insights et voir si les nouvelles données en question arrivent. Il me dit, de toute façon, il me dit que le job il est en train de tourner. Donc il n'y a aucune réponse. Ah non, l'output RAL. L'output RAL. Qu'est-ce que j'ai raté sur l'output? Oui, je crois que je sais où est le souci. Je crois qu'on a eu un petit bug. En fait, il n'a pas créé la output policy qu'il me dit avoir créé. Je pense qu'il ne l'a pas créé. Et c'est pas top. Donc, on va remédier à cela et on aura bon. C'était celui-ci. Là, j'ai ici que je crée une policy. Et c'est policy. Hop, on revient. Ah, je crois qu'il va falloir que je recrée complètement ma. Je peux pas changer les réglages. Si. Voilà. Et cette fois, on devrait être bon. Azure a-t-il une fonctionnalité qui permet d'envoyer les alertes par SMS? Oui. Tu pourrais en fait rajouter une output ici qui serait par exemple il y aurait plusieurs façons de faire. Ce serait quoi la plus simple? Oui, poster par exemple dans une Azure Function et après déclencher une alerte SMS. Il y a un service de notification qui existe. Tu pourrais aussi éventuellement, simplement du fait de la mise à disposition dans Event Hub, on pourrait se câbler dessus avec Power Automate. On pourrait venir faire ça. En fait, envoyer tout ce qui est soit SMS, email, et venir avoir une approche où on n'écrirait pas forcément de code. Au final, on viendrait plus faire clic, clic, clic. S'il se passe ceci, alors je fais ça. Donc là, si je cherche, il doit exister des templates qui utilisent par exemple, je pense qu'ils utilisent les API Twilio, notamment pour envoyer le SMS.
Voilà, donc en entrée, ça serait le Event Hub et en sortie, ça serait le SMS. Voilà, il y a plusieurs providers tiers que tu peux venir utiliser. Si je reviens sur mon job, est-ce que je l'ai relancé? Ah, mais c'est intéressant, il avait quand même fonctionné, mais il n'avait pas réussi à faire l'output tout à l'heure. Donc on va voir où il reprend les petits. Tuc, 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 input, output. Je pense que cette fois-ci, j'ai relativement confiance. On peut peut-être venir re-regarder les métriques de TSI. Voir ce que ça donne. Je pense qu'on va aller directement regarder dans TSI si on est OK. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va venir. Donc là, on a toujours des données qui sont produites depuis tout à l'heure. Il y a eu les quelques fois où j'ai mis le doigt sur le capteur. Et on va venir enrichir le type face à tracker pour venir dire, normalement, on devrait venir trouver une nouvelle colonne ici avec le score anomalie. Alors, il n'y est pas encore. C'est que il y a encore quelque chose à débugger. Le job is running. C'est juste que ça avait pris du temps, peut-être. De toute façon, je ne vois pas forcément d'autres erreurs potentielles. Ici, où en est-on? Je pense que c'est juste une histoire de patience. Bon, c'est toujours un peu le truc perturbant avec des outils comme Stream Analytics, c'est que c'est fait pour scaler. C'est pas forcément fait pour démarrer vite la première fois qu'on le lance. J'ai de nouveaux soucis sur l'input, décidément. On va y arriver. Mais oui, mais il ne m'a pas dit quelle était l'erreur, si. Parce que peut-être qu'il n'y en a pas eu. Si. Ah, on va trouver. On va trouver ensemble. En fait, c'est outre le fait que là, précisément, il semblerait qu'il y ait un bug. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de comprendre ce qui se passe derrière le rideau. Donc, toc, toc, toc. Il y a des inputs, mais a priori, l'output, il n'a pas l'air d'être très en forme. Ou alors ça a marché, mais on ne l'a pas vu. Non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Alors, quelle est l'erreur? Si c'est toujours une histoire de policy. Ah oui, mais non, la policy ne convient pas, elle ne s'est pas sauvegardée. Posez-moi des questions le temps que je refasse la manie. Output. Et ensuite, la dernière étape, avec dès qu'on aura fait ça, et on ira, je pense, assez vite dessus, ça sera de créer une carte. On va utiliser Azure Maps pour afficher tout ce qu'on a fait sur une carte. Alors, j'ai juste pas fait save, tout simplement, tout à l'heure, je pense. Tac, use existing. Donc, voilà. Et on va sauver et on va double vérifier que ça s'est bien sauvegardé. Et ensuite, on va lancer le job et peut-être préparer le terrain pour la suite du Azure Maps le temps que tout ceci se relance. Donc, c'est bien Azapol ici, donc je pense qu'on va y aller. J'ai juste une pub sur Policy qui n'apparaît pas correctement. Oui, c'est normal. Ok.
on est bon, on relance. Et, okay. Et l'étape suivante qu'on peut commencer à préparer, c'est Azure. Alors, Ahmed nous dit que ça donne beaucoup d'idées. Ça veut dire qu'on peut traiter les données automobiles en temps réel. Tout à fait. Les données peuvent être n'importe quel type de données. La volumétrie peut être aussi beaucoup plus conséquente, évidemment, que ce que je suis en train de regarder ici. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est de se dire que les entrées, les inputs, c'est potentiellement bien plus que juste IoT Hub. Ça peut être des données qui arrivent du reste de notre système d'information. Et il peut venir comme ça faire une sorte de mash-up de toutes ces données-là. J'espère vraiment que cette fois, c'est la bonne. De toute façon, je ne crois pas qu'il est encore complètement démarré, puisqu'il ne me dit pas. Il est encore starting. Ok, en tout cas, passons à Azure Maps, peut-être en parallèle. Je vais tout simplement basculer sur VS Code et cloner un nouveau repository. Donc j'ai l'extension GitHub, les extensions Git évidemment incluses dans mon VS Code. Donc je vais cloner un repo qui en l'occurrence s'appelle, et le lien, on va venir le trouver dans les instructions du workshop. Donc pour l'étape suivante, après, dès que Stream Analytics sera correctement déployé, on va venir le réparer, voir ce que ça a changé pour nous. On va cloner ce repository. Et on va le cloner dans, je sais pas, je vais faire. Ah, il va me refaire le coup. Je sais vraiment pas ce qui se passe avec mon file system. Je pense que j'ai débranché mon NAS et je crois que ça a fait une bêtise. Ça risque d'être très embêtant. On va voir s'il finit par timeout. Stream Analytics, où en est-on? Job is running. J'aimerais bien voir si le job a une output cette fois-ci. Oui, il y a une output, il y a un tout petit peu de rouge, un tout petit peu d'événements en sortie. Donc, ça veut dire que si je vais voir mon TSI, alors là, ça c'est la queue de mon chat que vous voyez. Compliqué. Allez, vous voyez quand même un Mexique et un bout de la queue du chat. C'est juste pour vous montrer que je vais générer des anomalies. Le type ici, je vais rajouter, normalement cette fois-ci, vu que Time Series Insights consomme les données sur ce anomalie, je devrais avoir par exemple le score d'anomalie. Et j'espère que je vais le voir, parce qu'il y a un numérique. Bon, décidément, on va devoir sauter cette étape. J'ai l'impression que je fais des bêtises. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je n'ai pas pris correctement le IoT Connection SIT. Si, est-ce que j'ai bien configuré la source d'entrée de TSI? Bah si, mais en plus il l'a bien avalé. Donc c'est que c'est parti ailleurs. Non, je pense que c'est bon, c'était juste une histoire de rafraîchissement. On va y arriver, le type asset tracker, je vais rajouter la variable tout de suite à nous. Voilà, cette fois-ci elle est. Très bien, anomalie score, on va y arriver. Alors l'anomalie score, je vais le présenter sous forme numérique. Et c'est le score. Et après, il y a un autre champ qui était le score anomalie yes-no, anomalie 0,1, que lui, je vais venir rajouter aussi, mais par contre, ça va être un champ de type catégorical. Et ça va être plutôt chouette pour nos visualisations. C'est que donc, lui, c'est error quand il y a 1, c'est OK quand il y a 0, et sinon, c'est pas disponible. Il y a mon chat qui a appuyé sur échappe, ça c'était pas très sympa le chat. Anomalie
On refait. Erreur, quand on a le 1. D'ailleurs, je vais l'afficher en rouge. Quand c'est OK, c'est du vert. C'est OK, c'est quand il y a 0. Et sinon, c'est pas dispo. Sorry. Pourquoi il me dit... Peut-être qu'en fait, ça s'était validé. Je ne vais pas faire attention. Peut-être que j'ai blâmé le chat à tort. OK. Voyons voir. Maintenant, du coup, si je viens afficher ma température, bon, évidemment, j'ai la température. L'humidité, évidemment, j'ai l'humidité. Et peut-être que j'ai envie d'afficher le fait qu'il y ait des anomalies ou pas. Et donc là, du fait qu'on a eu les cafouillages avec les inputs et les outputs, je pense qu'on a perdu tout l'historique. Sinon, il aurait potentiellement calculé l'historique des vieilles anomalies, mais ça devrait être assez facile malgré tout de chauffer le capteur. Voilà, je chauffe le capteur avec mon doigt, je vais faire un refresh. Le temps qu'il parte un petit peu à la hausse. Là, je pense qu'il est en train, pas encore. Et voilà, on est en train de partir à la hausse. Et vous voyez ici que automatiquement, j'ai pas eu à apprendre plus que ça de choses à mon algorithme, si ce n'est que pour lui, c'est les données sur les 10 dernières minutes qu'il considère comme la normale. S'il voit quelque chose qui sort des clous un peu trop, il va venir l'indiquer. Et peut-être qu'après, si je laisse mon doigt sur le capteur vraiment très longtemps, ça va de nouveau être considéré comme un régime normal et l'anomaly detection va arrêter de râler. Éventuellement, on peut choisir aussi de visualiser le score parce que peut-être ça peut nous permettre d'ajuster. Nous, on a dit tout à l'heure, quand le score il descend en dessous de 0,05, c'est une anomalie, mais peut-être que du coup, en me servant de cette IHM ici, je peux m'en servir pour adapter et ajuster quel est le score, et du coup, choisir à quel moment Stream Analytics me dit bascule de 0 vers 1. Voilà, et voilà, on est en train de revenir sur la normale, et l'anomalie, il est fini, on est en retour sur un régime de croisière. Donc, s'il y a des questions sur Stream Analytics, n'hésitez pas. On va basculer maintenant sur la visualisation sur une maps, et on va enlever la patte du chat. Et donc, où en étais-je? J'ai copié-collé l'URL du repository, et oui, on était en train d'essayer de le cloner en espérant que voilà, ça s'est débloqué. Chouette. On va cloner ça dans, je m'en fiche un petit peu, mais je vais mettre un truc, temp, CloudWest. Voilà, on va cloner. Oui. On va le créer. On va le créer. Hop là. CloudWest. Hop là. Ahmed, dans cet exemple-là, on utilise du Wi-Fi, ce qui est peut-être un peu idiot pour un use case asset tracking, en tout cas si ce n'est idiot, pas très pratique quand on sera vraiment dans la nature. Donc on pourrait remplacer par de la connectivité par exemple cellulaire, effectivement, sans rien changer au reste finalement de notre application. Donc j'ai cloné, j'ai pas cloné, j'ai l'impression que ça s'est pas cloné. On refait. Enfin, je voulais cloner ici. Oui, si, ça s'est cloné. Ça s'est cloné, c'est juste que je ne l'ai pas ouvert dans la foulée. Hop là. CloudWest. Voilà, donc ça, c'est le code source de tous les éléments. Et parmi les éléments, il y en a un qui permet de visualiser sur une map et qui, en fait, est une appli, une web app Node.js. Donc, on peut rapidement, on va venir finalement la configurer pour venir taper sur nos
notre Azure Maps, qu'on n'a pas encore, mais il va falloir qu'on crée un service Azure Maps, et sur notre time series Insights. Donc, en pratique, moi, je vais un peu tricher, je vais remplacer, en fait, je vais utiliser le code de la solution. Voilà, donc ça, c'est le code JavaScript de la solution du TP, finalement. Vous pouvez aller voir l'exemple en ligne. On va avoir besoin de l'URL de notre Time Series Insights, puisqu'en fait, on va venir faire appel aux API de Time Series Insights pour récupérer les différentes informations. Donc cette URL, elle est disponible ici. Et ensuite, on a besoin de alors le Time Series ID. Ça, c'est le nom de l'équipement que je veux afficher. Donc, je peux afficher lui sur ma carte. Et on a besoin d'un Azure Maps. Donc il faut le créer, ce Azure Maps. C'est un service, ça ne devrait pas prendre trop de temps. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, quand on fait du mapping avec peut-être Google Maps, vous avez tout un tas d'API pour gérer des points of interest, etc., et pour dessiner des cartes. Sauf que potentiellement, vous n'avez pas forcément de mécanisme pour gérer des layers particuliers et venir les stocker quelque part. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir sa propre instance d'une infrastructure qui sert à gérer tout ce qui peut servir à faire de la carto, et y compris, du coup, voilà, quand vous voulez venir calculer l'itinéraire entre Toulouse et Nantes, certes, il y a une API qui nous permet de faire ça dans Google Maps et évidemment dans Azure Maps, mais un itinéraire entre Toulouse et l'entrepôt XY de votre système d'information, ça, c'est peut-être une info qui est un petit peu différente, et ce serait bien de pouvoir la stocker directement dans le backend pour la manipuler. Donc, Azure Maps Cloud West, j'utilise le pricing S1 et c'est parti. Donc, ça va me créer une clé d'API qui est la clé dont je vais avoir besoin pour utiliser mon Azure Maps. C'est pas très compliqué. Voilà, Authentification. On a une clé. N'essayez pas de me la voler. Je la supprimerai de toute façon à la fin du TP. Pour peut-être venir une petite astuce VS Code qui, moi, c'est une extension que j'apprécie beaucoup et que j'utilise beaucoup, qui s'appelle le REST Client. Donc dans VS Code, vous pouvez installer des plugins, des extensions. Et quand vous avez le REST Client installé, ça va supporter automatiquement les fichiers qui ont une extension .rest, donc qui sont des fichiers que vous pouvez potentiellement committer dans votre repo GitHub et partager avec vos collègues. Et ça peut permettre d'avoir finalement une espèce de scratchpad, tout ce que vous feriez dans Postman ou outils équivalents pour tester des API. Là, vous pouvez le faire dans un petit bloc-notes et le partager avec potentiellement avec vos collègues. Donc voilà ma clé. Et si je veux récupérer une position à partir d'une adresse IP, hop là, je peux récupérer, une adresse IP à partir décidément, savoir dans quel pays se situe une adresse IP, je peux venir le faire. Venir calculer une route entre Seattle et Redmond. Je peux calculer la route, sachant que là, j'ai indiqué que je voulais faire une route en carte, je pourrais le faire en, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, ça s'écrit bicycle. Décidément, bicycle, et je relance ma requête. Et c'est la même chose, mais en vélo. Du coup, ça prend un peu plus de temps. Ça prend quasiment 2 heures en fait. Mais ça tient compte du trafic aussi, c'est assez intéressant. Donc ça fait partie des API que me propose Azure Maps. Les API pour récupérer des time zones. Là, personnellement, je n'ai pas fait la requête comme il faut. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous pouvez venir dans la doc de Azure Maps, par exemple, je sais qu'il existe une doc pour faire des rendus de dalles. Des rendus de dalles. Je peux venir récupérer quasiment directement juste l'exemple qui est ici, je le récupère, je le copie-colle dans mon bloc-notes, je remplace juste subscription key par la bonne syntaxe pour le remplacer par ma clé à moi, et je rajoute aussi l'espèce de saut de ligne, voilà.
hop là, j'utilise mon Azure Maps pour calculer des cartes. C'est plutôt pas mal. On peut venir dans les stats ici de mon service. On va pouvoir se rendre compte et venir voir combien de requêtes on est venu effectuer et voir peut-être combien ça va nous coûter. Voilà, j'en ai fait 3 jusqu'à maintenant. 3, c'est pas cher, normalement. Mais toujours est-il que j'ai ma clé Azure Maps. Donc, je devrais avoir à peu près tout ce qu'il faut pour mettre à jour mon appli web, qui est en fait une appli web qui va se connecter à la fois à TSI et à Azure Maps pour réaliser une carto. Et on va voir ce qui se passe. Notamment, on va voir ce qui se passe du fait que mon asset tracker, bien qu'il soit posé sur mon bureau, en fait, il simule une position GPS. Je ne sais pas si vous y avez fait attention dans certains des trucs que j'ai montrés jusqu'à maintenant. Mais comme il simule une position GPS, on va pouvoir voir où on est et voir en temps réel, peut-être aussi la température. Donc, voilà, j'ai installé les dépendances et maintenant je démarre mon appli web qui râle parce qu'il y a des histoires de certificats. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi, je peux expliquer. Je me connecte à Azure Maps d'un côté, à TSI de l'autre, et bingo. En fait, ça, c'est les données sur l'heure qui vient de s'écouler. Et en fait, on peut, d'un côté comme de l'autre, on a mis en place des rollovers pour se rendre compte que là, en fait, oui, là, il y a un point chaud à cet endroit-là. Il y en a un ici aussi. Si je dézoome, peut-être que je vais me rendre compte différemment. Là, je me rends compte que peut-être j'ai mal réglé mes strates de carto. Et en fait, peut-être qu'il faut que je vienne rapidement ici regarder au niveau des heatmaps, comment elles sont configurées. En fait, elles sont configurées pour que tout ce qui est finalement au-dessus de 30 degrés soit considéré comme rouge. Et voilà, on a une frontière qui n'est pas forcément top. Je pense qu'en fait, moi, ce que je dois considérer comme vraiment chaud, ça serait ce qui est au-dessus de 32. Et peut-être changer un petit peu l'échelle. Je pense que je me suis peut-être planté, je n'ai pas touché le bon. Oui, non, mais en fait, oui, c'est ça, je compte vraiment beaucoup plus large. En fait, c'est rouge quand on approche de 40, et c'est pas rouge quand on est vers 28, quoi, par exemple. Du coup, là, on devrait avoir une heatmap un poil mieux centrée. Les couleurs, c'est les températures. Dans mon cas, oui. Dans mon cas, les couleurs, c'est les températures. Là où c'est intéressant, c'est que ça pourrait être, vu que je suis en train de faire une requête sur Time Series Insights, ça pourrait être l'humidité, ou ça pourrait être un mix. Je pourrais choisir que la couleur des points, ce soit l'humidité, et la heatmap, ce soit la température. Je pourrais avoir la taille des cercles qui est proportionnelle ainsi de suite. Je pense que vous voyez à peu près l'idée. Le but de cet exemple-là, c'était de vous montrer en fait, qu'il ne faut pas grand-chose. Là, il y a du boilerplate JavaScript, mais c'est à peu près... il n'y a pas de secret. Quand on veut, si on veut configurer la couleur des différentes choses, il faut bien l'écrire quelque part, mais sinon, il n'y a pas de code particulièrement compliqué outre mesure. Et donc, c'est un exemple qui est disponible. Je vais utiliser les quelques minutes qui restent pour rappeler que c'est quelque chose qui est disponible sur à cette URL. Alors, la version courte de l'URL, c'est celle-ci. Et voilà, donc vous pouvez aller récupérer toutes les instructions. Il y a tout le code sur GitHub, les exemples pour Stream Analytics expliqués, etc., etc. Si vous avez des questions, des commentaires, il ne faut pas hésiter à ouvrir par exemple des issues GitHub. Et voilà, je pense qu'avec peut-être les quelques minutes qui restent, on peut utiliser le temps pour des questions. Une autre ressource super utile, c'est Microsoft Learn. Et tout le contenu IoT qu'il va y avoir, tout le contenu IoT que vous pouvez trouver là-dessus. Donc, non, je ne suis pas au bon endroit. Je suis ici. C'était les paths. Il y a tout un tas de ce qu'on appelle des learning paths autour de l'IoT.
Finalement, vont vous faire passer par un chemin souvent similaire à ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc ça, c'est Microsoft Learn. Je peux mettre le lien avec directement le contenu IoT. Et ensuite, une autre ressource plutôt utile et importante, c'est le IoT Show. Je vérifie juste que je ne me trompe pas d'URL. Voilà. C'est un ensemble, c'est des vidéos postées toutes les semaines, même parfois plusieurs fois par semaine, avec des interviews, des acteurs de l'IoT, des exemples et des tutoriels autour de tout un tas de technos qu'on a mentionné aujourd'hui, mais au-delà. Par exemple, autour de l'embarqué, il y a Azure RTOS, qui est une nouvelle stack qu'on propose pour venir écrire le code embarqué temps réel des équipements embarqués. Donc c'est quelque chose que je vous invite à aller consulter. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour même pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a abordées sur lesquelles on est passé peut-être trop vite dans le scénario? Évidemment qu'il y a des choses sur lesquelles on est passé vite, qui sont les problématiques de connectivité, la question qu'avait Ahmed sur est-ce qu'on fait du cellulaire ou pas. Non, on ne fait pas du cellulaire, on fait du Wi-Fi. Ça veut probablement dire que quand on va partir vraiment en prod, certes, on a validé la communication avec le cloud, on sait qu'on arrive à extraire et à remonter des données qui ont du sens, mais il va falloir à un moment donné passer sur une solution qui est peut-être pas du Wi-Fi, parce que je ne pense pas que dans le camion, enfin si, peut-être d'ailleurs, peut-être que la solution la plus raisonnable serait d'installer dans le camion de livraison un hotspot Wi-Fi qui, lui, utilise du cellulaire. Mais bon, potentiellement, il y a quelques sujets à creuser à ce niveau-là. Il y a les sujets de sécurité. On n'a pas forcément trop fait attention ou trop discuté de comment on peut faire en sorte que le code que l'on a déployé dans notre équipement embarqué ne se retrouve pas volable par des individus mal intentionnés, qu'on ne puisse pas voler le secret et le password que l'on a stocké dans le device s'il se fait dérober, on est potentiellement compromet toute notre solution. Donc les sujets sécurité, c'est des choses que vous pouvez retrouver par exemple sur IoT Show ou sur Microsoft Learn. Et ensuite, on n'a pas non plus trop parlé de solutions un peu plus orientées edge computing, avec vraiment une solution où les devices ne se connectent, les sensors ne se connectent pas directement nécessairement à Internet, mais plutôt passent par une passerelle intelligente qui a potentiellement tout un tas beaucoup plus de capacité de calcul que le capteur en lui-même, et du coup, ça peut permettre de faire ce qu'on a un peu évoqué, les scénarios d'intelligence at the edge avec du machine learning qui tourne directement avant même que la donnée ait été envoyée. On peut déjà l'avoir pré-processée, avoir fait de l'intelligence artificielle ou autre dessus. Et voilà, je pense que qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je propose de rester, je vais rester dans le chat. Je vais couper le direct, mais rester dans le chat. N'hésitez pas à me contacter. J'ai pas mis mon contact mail, mais benjamin.cab, enfin KB en l'occurrence, mais il n'y aura pas d'accent sur le mail, @microsoft.com. Sinon, les réseaux sociaux, vous avez les pointeurs. Voilà, merci beaucoup. Et je pense que c'est à refaire potentiellement dans le futur. Si vous êtes organisateur de meet-up ou autre et que ce genre de sujet vous intéresse, on peut peut-être en refaire et en refaire sur peut-être d'autres scénarios qu'un scénario d'asset tracking. Voilà, bon reste de conférence à tous et à bientôt.